On va s'intéresser aujourd'hui à une théorie vraiment puissante du philosophe René Girard, une théorie qui met en lumière une force cachée qui semble modeler non seulement nos désirs, mais aussi, et c'est là que ça devient fascinant, une grande partie de nos conflits. On a tous déjà ressenti ça, non? Cette espèce d'anxiété, cette impression un peu bizarre de courir après les mêmes choses que tout le monde, les mêmes tendances, les mêmes objets, le même style de vie. Une sorte de vague d'envie collective qui semble venir de nulle part. Et si Et si tout ça n'était pas un hasard? L'idée centrale, elle est assez simple mais vertigineuse. Nos désirs ne viennent pas vraiment de nous. En fait, ils nous seraient comme soufflés par les autres. Et comprendre ce mécanisme, ce n'est pas juste intéressant, ça peut être profondément libérateur. Alors c'est parti, on plonge dans cette analyse. Pour commencer, il faut poser le bon diagnostic. Et pour ça, Girard nous offre un outil conceptuel super puissant pour aller à la racine de beaucoup de nos problèmes, le fameux triangle du désir. Alors, voilà le concept de base, le désir mimétique. Mimétique, ça vient du grec mimesis, ça veut dire imitation. L'idée elle est simple, mais en même temps assez radicale. Un individu ne désire pas un objet pour l'objet lui-même, mais bien parce que quelqu'un d'autre le désire. Notre désir n'est qu'un écho, une copie. Ce qui est vraiment fou ici, c'est que le désir n'est jamais une ligne droite entre une personne et un objet. C'est toujours un triangle. Il y a le sujet, la personne qui désire, il y a l'objet du désir, mais, et c'est ça le point crucial, il y a toujours un modèle, celui qui, en désirant l'objet, nous le désigne comme étant désirable. Girard, lui, il ne mâche pas ses mots. Dans son œuvre fondatrice, il l'affirme sans détour. Cette petite phrase, elle résume tout. Et en fait, elle vient complètement dynamiter notre vision moderne de l'individu autonome qui choisirait librement ce qu'il veut. Et attention, ce n'est pas qu'une théorie abstraite, loin de là. Prenez un exemple très concret. Instagram. Une étude a montré que 78% des achats impulsifs faits sur la plateforme sont directement déclenchés par l'imitation d'un influenceur ou d'un ami. C'est énorme! C'est bien le modèle qui nous dicte ce qu'il faut désirer. Bon, maintenant qu'on a posé ça, voyons la conséquence un peu inévitable de ce triangle. Car ce système, par nature, il est instable. Et le modèle qu'on admirait au début va presque toujours se transformer en autre chose, un rival. D'habitude, on pense que la compétition, la rivalité, ça vient du fait qu'il n'y a pas assez de l'objet pour tout le monde. Girard, lui, nous dit que la vraie raison est ailleurs. La rivalité naît du simple fait que deux personnes, le sujet et le modèle, veulent la même chose, parce qu'elles s'imitent. L'objet, au fond, devient presque secondaire. La vraie bataille, elle est entre les imitateurs. Et cette dynamique, on la retrouve absolument partout. Une étude a par exemple révélé que 70% des conflits chez les ados, que ce soit des disputes, de l'exclusion, tout ça, viennent directement de rivalités mimétiques. C'est fou, on se bat contre la personne qu'on admirait et qu'on copiait en secret juste avant. Plus les gens s'imitent, et bien plus ils se ressemblent. C'est logique. Girard appelle ça l'indifférenciation. Toutes les petites différences qui organisaient la société s'effacent. Tout le monde veut la même chose de la même manière. Les gens deviennent des sortes de doubles, des clones en compétition constante. Et c'est précisément là que le chaos commence à s'installer. Les réseaux sociaux, c'est un laboratoire parfait pour observer ça. Sur TikTok, 85% des tendances sont des imitations de masse quasi instantanées. Et le coût psychologique, il est bien réel. 62% des gens qui participent à ces tendances disent ressentir plus de stress et d'anxiété. Cette fameuse FOMO, la peur de rater quelque chose. Perdre son identité, c'est un prix. Et là, Girard établit un lien direct et assez terrifiant. Pour lui, la violence n'est pas juste un accident de parcours. C'est le résultat logique de cette crise d'indifférenciation, ce moment où tout le monde est devenu le rival de tout le monde. Alors, la grande question c'est, comment un groupe fait-il pour survivre à cette tension qui devient insupportable? La réponse, c'est un mécanisme de défense aussi vieux que le monde, super efficace, mais aussi profondément injuste. On l'appelle le mécanisme du bouc émissaire. Quand la rivalité de tous contre tous atteint son paroxysme, le groupe, de manière presque inconsciente, va rediriger toute cette violence accumulée vers une seule et même victime. Et en s'unissant contre cette cible, le groupe retrouve, comme par magie, une forme de paix et d'ordre. Et ça continue encore aujourd'hui, bien sûr. Une étude de 2022 montre que 68% des discours de haine en ligne sont dirigés contre des modèles qui étaient admirés juste avant. Des célébrités, des influenceurs, des patrons. La personne qui était le modèle du désir devient la cible de la haine collective. C'est une façon de projeter son propre malaise sur quelqu'un d'autre. Bon, si on résume tout le diagnostic, ça part du désir mimétique, qui mène à une frustration chronique. Cette imitation crée une rivalité cachée, qui génère de la colère, de la jalousie. Tout ça mène à l'indifférenciation, une perte d'identité et du stress. Et finalement, le mécanisme du bouc émissaire transforme ce malaise en haine dirigée vers l'extérieur. Et comme on le voit, chaque étape est validée par des données bien réelles.
Ok, le tableau peut sembler un peu noir. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce diagnostic n'est pas une fatalité. Une fois que le mécanisme est mis en lumière, il devient possible d'agir. Alors, passons maintenant à la prescription pour essayer de briser ce cycle. Alors, concrètement, comment on fait? On peut imaginer une approche en 4 étapes. La première et la plus importante, la prise de conscience. Identifier ses propres triangles. Se demander, mais au fond, qui est mon modèle? Deuxièmement, refuser consciemment de jouer le jeu, de tomber dans l'imitation automatique. Troisièmement, choisir activement des modèles qui ne sont pas des rivaux potentiels, comme des figures historiques, des mentors, des idéaux. Et enfin, reconnaître le bouc émissaire pour ce qu'il est, une fausse solution, et pardonner. Donc pour résumer, les points essentiels à retenir sont ceux-ci. Nos désirs sont contagieux. Cette contagion crée des rivalités, souvent invisibles. À grande échelle, ça mène à une perte d'identité et au conflit. Le bouc émissaire est une diversion très dangereuse. Mais, et c'est le plus important, le simple fait de voir ces mécanismes, c'est la toute première étape pour commencer à s'en libérer. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question à se poser à soi-même. Maintenant que cette grille de lecture est là, que ces triangles invisibles sont devenus visibles, dans quel triangle sommes-nous actuellement pris? C'est une réflexion qui, potentiellement, peut vraiment tout changer.